Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Comme vous le savez, cette conférence se tient dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Je profite de ces quelques mots pour rappeler que cette journée est faite, certes, pour valoriser des profils féminins, comme on va le faire aujourd'hui, mais surtout pour sensibiliser à des problématiques sociétales, comme celle de l'accès aux soins, des violences sexistes, de la mixité dans le sport, par exemple, ou encore des problématiques de mixité au sein du monde professionnel. Je tenais également à remercier toutes les personnes du campus Eton-Souriau qui ont participé à l'organisation de toutes ces activités au cours de cette semaine et aujourd'hui sur le site de Champagné, de La Ferté-Bernard, de Marolles, de Cluse, de Tanger, de Versailles et de Toulouse également. Merci à vous. Surtout, après cette conférence, ne partez pas trop vite. On va faire une photo à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire une belle photo. Et puis, maintenant, on va laisser place à Madame Keïta qui va nous présenter son parcours exceptionnel. Eh bien, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous et de vous voir aussi nombreux. Comme l'a dit Madame, je suis Lao Keïta. Je suis ravie d'être avec vous en cette journée internationale des femmes que l'on va célébrer ici à Eton. Je vais vous parler d'aéronautique et je vais en profiter pour décliner les ailes de l'aviation au féminin. Alors, ça va être une conférence ouverte. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas. Sinon, à la fin de la conférence, lors de la session des questions-réponses. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, c'est parti. Donc, moi, je suis la cofondatrice avec ma sœur Fatou Keïta de Keïta Systems, qui est une société aéronautique spécialisée dans la sécurité des vols, la maintenance, la navigabilité et l'innovation aérospatiale. Alors, tout un programme, Keïta Systems existe depuis 13 ans. Notre siège social est à Nantes. Et en 2019, nous avons créé une société à la ville de Québec, au Canada, pour accéder au marché nord-américain. Alors, l'aéronautique, c'est designé pour des hommes plutôt caucasiens, blancs. Donc, quand on est une femme noire, c'est un peu compliqué. Alors, du coup, j'ai décidé, il y a 2 ans, de créer un hub aérospatial inclusif pour aider les femmes à accéder au métier de l'aviation et de l'espace. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, et mon métier principal, c'est d'inspecter les avions dans le cadre d'achat et de vente d'avions. Alors, qu'est-ce qui a fait que moi, je suis arrivée à l'aviation ? Eh bien, j'ai été fascinée. Je suis tombée amoureuse d'un prince de l'espace quand j'avais 7 ans, le prince Actarus, Goldorak. Et chez Goldorak, eh bien, c'est une soucoupe volante qui intègre tous les codes aéronautiques, puisque cette soucoupe, elle allait à la vitesse de la lumière en mégamach, donc plus fort que le supersonique. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et donc, Goldorak a façonné mon imaginaire et ça a été mon rôle modèle et ça m'a permis d'avoir envie de rentrer dans les métiers de l'aviation et de l'espace. Par contre, j'ai fait un atterrissage dur parce que la réalité entre le rêve et ma vie, eh ben, c'était pas ça. Alors, moi, quand j'ai commencé l'aviation et que j'allais voir le commandant de bord, les hôtesses, elles me tendaient la poubelle de l'avion en disant le ménage... Je disais non, je viens voir le commandant de bord. Donc je venais, tout ça, avec mon gilet. Et le commandant de bord, il me regarde, il dit, il est où le technicien là ? Commandant, c'est moi. Mais vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Je dis, écoutez, essayez, je ne suis pas boulangère. Vous n'avez rien à perdre. Et donc, il m'expliquait son problème technique. Je dis, mais non, mais commandant, ça c'est connu. Vous avez un problème de pressurisation. On va installer un service bulletin pour retarder la valve de conditionnement d'air et vous n'entendrez plus ce claquement. Le gars, il a dit, à chaque fois qu'il atterrissait à Genève, il disait « Appelez Madame Keïta, c'est elle que je veux au pied de mon avion. » Donc en fait, une fois que vous passez le problème technique, eh ben, tout va bien. Donc, ça veut dire que l'humour est une arme de distanciation massive pour éloigner ces problèmes de préjugés. Alors, moi, j'avais plus d'avions que mes collègues. Des fois, j'avais une flotte de 60 avions. Ce qui fait que
les hommes de ma vie se sont barrés parce qu'ils disaient « ras-le-bol de tes avions en panne, c'est la Saint-Valentin, t'es pas là, et quand est-ce que tu rentres, qu'est-ce qu'on mange et tout ». Et pourtant, on le prend dans l'aviation, il est avionicien, donc il doit comprendre. Et tu lui dis « mais chérie, moi je suis chef de projet, toi tu fais juste ta partie avionique, donc moi je dois gérer tout l'avion. Oui, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ah, donc à un moment donné, il faut faire un choix, donc c'est pas facile. Alors que les hommes, les femmes, elles sont un peu plus compréhensives, elles attendent, mais les mecs, ils se barrent. Donc moi, à un moment donné, il te dit, choisis entre moi ou les avions. Eh ben, je suis toujours dans l'aviation, devinez ce que j'ai choisi. Donc voilà. Alors, l'oubli. Alors moi, par contre, j'ai jamais été formée. J'ai digéré des manuels de maintenance, des schémas électriques d'avion parce que on investissait sur mes collègues. On disait non, toi c'est pas la peine. Toi, tiens, regarde les bouquins, ils sont là pour toi. Oublié. Les récompenses, oubliées. On a vu cette petite fille sur Internet qui n'a pas eu sa médaille lors de sa compétition de gymnastique, oubliée. Mais bon, pareil pour l'inégalité financière. Moi, j'ai fait la 3e boîte noire d'un avion. Je n'ai jamais eu de subvention pour m'aider, etc. Mais, en fait, les préjugés, les difficultés sont des opportunités parce que quand vous êtes dans les difficultés, vous trouvez des solutions pour innover. Et c'est pour ça qu'il faut embrasser chaque difficulté. Et forte de mon parcours, eh bien, j'ai créé un hub aérospatial inclusif pour aider les femmes, notamment, à accéder au métier de l'aviation et de l'espace, et aussi aux vétérans. Pourquoi ? Parce que les vétérans, ils ont la même souffrance que moi, dans la mesure où ils ont une lourde mémoire traumatique, parce qu'ils se sont sacrifiés pour leur pays, et que quand ils rentrent de la guerre, il n'y a personne qui les écoute. Et des fois, moi, je prêchais dans le désert et je disais, on ne comprend pas ma réalité. Donc, je fais aussi, dans les écoles, l'éducation au devoir de mémoire. Alors, ici, je suis avec ma sœur Fatou Keïta parce que la boîte noire a coûté énormément d'argent et elle m'a rejointe dans ce projet. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour inventer la 3e boîte noire d'un avion ? Tout simplement parce que j'inspecte les avions et je me suis aperçue qu'un avion n'a que 2 configurations possibles. Soit il est en vol et là, il y a 2 boîtes noires à bord de l'avion, donc l'enregistreur des paramètres de vol et l'enregistreur des conversations des pilote dans le poste de pilotage, soit il est au sol, mais là, il y a 0 boîte noire. Et c'est aussi une configuration de l'avion, puisque l'avion, il se pose. Et quand vous faites de la maintenance sur un avion, c'est aussi une opération de sécurité. Donc, l'absence de boîte noire du sol crée un décalage de sécurité qui se met par défaut sur les épaules des pilotes à chaque décollage, les pilotes étant le trait d'union entre le sol et le ciel. Et c'est pour ça que ce n'était pas juste de laisser toute l'industrie se reposer sur les pilotes pour arrêter les configurations et les erreurs critiques de la configuration du sol de l'avion pendant qu'ils sont en vol. Et des fois, ce n'est pas possible puisqu'il y a des crashs d'avion. Donc, c'est la première boîte noire qui anticipe les crashs d'avion que l'on peut ouvrir à distance via une application avec son téléphone. Parce que des fois, on ne trouve pas les boîtes noires, alors que celle-là, avec le téléphone, à distance, on gère l'avion, on ouvre la boîte noire, on sait ce qui s'est passé sur l'avion. Il n'y a plus d'excuses pour dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, alors, mon parcours, il est complètement atypique. Je suis une ancienne de Dassault Falcon Service, ça aide, ça a été une rampe de lancement extraordinaire pour moi. J'ai fait de la planification de maintenance. Là, me voilà en train, chez Dassault Falcon Service au Bourget, en train d'inspecter un avion. Donc, j'ai un technicien à côté que j'ai coupé, bien sûr. Donc, voilà, parce qu'il me monte au niveau du tucan et me voilà en train d'inspecter avec lui. On s'est pris un selfie. On se marre bien quand même dans la maintenance. On ne pleure pas tous les jours, on rigole bien aussi. Donc, voilà, et me voilà dans un moment de solitude, parce que des fois, vous travaillez la nuit, hein. C'est pour ça que je disais que le chéri s'en va, parce que l'avion est en panne, vous inspectez l'avion, et me voilà, je me suis dit, je ne suis pas allée chez le coiffeur, tiens, je me prends en photo, parce que voilà, vous n'êtes pas dans les horaires aussi ouvrés. Me voilà ici à Québec, chez Bell Hélicoptère, pour le taxi du futur, qui est en train d'être certifié, donc bientôt on va voler avec ce genre de véhicule. Alors, là, j'ai pris cette photo qui est très intéressante. Comment aussi est née la boîte noire ? Parce que
j'ai oublié une tâche de maintenance sur un avion. Et c'était une tâche critique sur des commandes de vol, et l'avion venait de décoller. Et là, j'ai fait, oups, comment on fait quand on a oublié une tâche de maintenance et que l'avion vient de décoller? On est obligé de dire la vérité. Et c'est là où on fait appel à son humanité, parce qu'on se dit, si moi je ne dis pas la vérité, un jour c'est ma tante qui est à bord et il peut se passer quelque chose, parce que l'avion sortait de grosses sorties d'usine et on n'aurait pas réouvert les panneaux de maintenance avant 6 ans. Donc c'est là que je me suis dit, pourquoi j'ai fait cette erreur? Et en fait, j'ai mesuré ce que l'on appelle le work package, donc les tâches de travail avec les procédures, et à chaque maintenance, pour un Airbus A320, eh bien, ça fait 10 000 feuilles de papier. 10 000 feuilles de papier, ça fait à peu près 1 mètre de papier. Donc vous atteignez la poignée d'une porte à chaque maintenance. Et devinez quoi, au bout de 25 ans, quand votre avion il a 25 ans, eh bien, vous faites 3 millions de feuilles de papier et ça fait la hauteur de la tour Eiffel. Et des fois, nous, les inspecteurs, on doit aller tout au bout de cette tour Eiffel de papier. On fait des burn-out, c'est très dur. Et c'est là où je me suis dit, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas anticiper les accidents d'avion. Donc, j'ai inventé cette 3e boîte noire qui digitalise, rien qu'avec le c'est soit la tour Eiffel de papier, soit mon téléphone. Et en quelques clics, j'ai les données et tout ça, et je peux monitorer les avions partout où ils sont dans le monde. C'est une boîte noire qui est certifiée sur des avions qui volent en Hongrie, sur des Falcon. Et par exemple, ici, la boîte noire peut envoyer une alarme dès que l'avion devient dangereux au propriétaire de l'avion. Alors, c'est une boîte noire qui a été introduite officiellement aux Nations Unies par... par la France, parce que c'est un nouveau standard. Avant moi, on ne mesurait pas le sol. Après moi, on va mesurer la configuration de sol de l'avion. J'ai eu la chance de travailler avec les militaires, l'équipe militaire de Boeing sur le Boeing 737 MAX. Donc normalement, tout ce qui arrive, ça ne devrait pas. On attend. J'ai rendu toutes mes conclusions aux Nations Unies et à Boeing et j'attends. Alors, mais par contre, donc voilà, ça c'est la lettre des Nations Unies qui me dit merci pour... parce qu'en fait, quand vous inventez quelque chose de majeur qui impacte le monde, vous devez l'amener aux Nations Unies avec votre pays. Donc là, j'ai la lettre merci. Donc j'ai été convoquée à l'OTAN aussi pour donc au Collaboration Support Office, donc support de collaboration scientifique de l'OTAN, pour expliquer cette 3e boîte noire, puisque ça intéresse les militaires. Donc c'était l'année dernière, et c'était à Paris. Alors, la chance que j'ai, c'est que je parle à la fois avec les militaires, comme avec les personnes du civil, donc je dois faire les deux. Et pour arriver à l'OTAN, comme pour arriver aux Nations Unies, j'ai eu le support de Dassault Aviation, bien sûr, et je les en remercie parce qu'ils considèrent que voilà, je fais partie de la famille Falcon, donc ils se sont mobilisés un maximum tous pour me pousser. Donc ça veut bien dire qu'on ne réussit pas tout seul. Il y a des hommes, des femmes qui sont derrière vous. Moi, j'ai plein de gens qui veulent que je réussisse. Donc j'ai été... Alors là, j'ai mis un petit peu tout un panel. Donc Forbes, je fais partie des 100 femmes du futur au monde, des 100 femmes de l'industrie qui impactent, les 100 femmes du 21e siècle inspirantes. J'ai été interviewée par TV5 Monde, j'ai eu des prix. Et là, voici mon ancien patron, qui est vice-président des intérieurs chez Dassault Aviation, qui m'a dit lors du dernier salon du Bourget, viens, après le président, la classe, donc viens faire les photos avec moi pour t'aider. Donc il m'a prise en photo et je lui ai dit, c'est à vous aussi, constructeurs, de ne pas mettre que des femmes blondes en cabine, n'est-ce pas ? Donc, à vous aussi de montrer l'exemple. Donc, tu ne me photographies pas qu'en cabine, il m'a photographié aussi dans le cockpit, parce que je dis, j'ai fait la 3e boîte noire d'un avion, s'il te plaît, ne me mets pas qu'en cabine, mais c'est lui qui a fait les photos, hein, fais-moi très belle, pas grosse, voilà. Il a dit, t'es super pénible, en plus tu m'achètes pas l'avion, bon bref, voilà quoi. Mais c'est ça la famille, on vous prend comme vous êtes. Alors, j'ai eu la chance de qualifier la France l'année dernière à Reykjavik en présence de la Première Dame, l'honorable Elisa Jeanred. Donc je suis devenue la première inventrice au monde
Il y avait une compétition féroce sur 300 innovations. La France est arrivée première au niveau des femmes. Et c'est pour ça que je vais dans les écoles en disant, les filles, vous devez aller occuper des places mondiales pour faire rayonner la France. Et après, ça sera à moi d'accueillir en France les inventrices du monde entier qui vont se mobiliser, puisque chacune, on doit faire aussi notre tour. Donc j'ai amené, parce qu'il faut célébrer, j'ai amené mon trophée que vous allez vous passer. Il est très très lourd, je suis très fière. Donc ça s'appelle Global Win et on voit bien que je suis la première inventrice au monde. Et c'était en Islande avec ma sœur qui est venue. Donc c'était super. C'est pareil en Turquie. Je suis devenue l'inventrice. J'ai eu le trophée de la sécurité des vols au monde. Alors, je l'ai amené aussi. Il est bien lourd, donc me voilà. Et pour arriver, la marche, elle est haute pour avoir tous ces trophées, parce que nous, les femmes en aviation, on travaille beaucoup plus que les hommes. Moi, je parle 5 langues, et en ce moment, je suis en train d'apprendre le coréen. Pourquoi ? Parce que, les gars, dès que vous livrez un avion en finlandais, en italien, en espagnol, ça brise la glace et ils se disent mais c'est super. Moi, quand j'étais chez Dassault, l'armée italienne, les gars de l'armée italienne disaient ah la petite là, elle fait technique puis elle va nous faire le café. Et ben, voilà, ils disaient alors on te confie la fille, mais tu fais le café quand même. Donc voilà, c'est aussi comme ça, parce que derrière une langue, il y a aussi une culture, et c'est comme ça que les femmes se font aussi accepter. On travaille beaucoup plus que les hommes, on fait des burn-out, mais c'est comme ça qu'on est accepté. Quand on est une personne de la diversité, c'est encore pire. Alors, quand je suis allée chercher mon trophée en Turquie, j'ai pris un professeur turc, j'ai fait mon discours en turc, et j'ai la vidéo de ce discours, et les gars, ils étaient super surpris, je vous la passe. Me voilà. Alors c'est un ange qui me remet le trophée. Olmaktan onur duyuyorum ve bu yakin ilginize teşekkür ederim. Thank you very much. It's a great honor. I would like to thank the Blue Sky Awards team. It means a lot for Keita Systems. Thank you for rewarding the work of two women who have created the third black box of an airplane, which completes the safety of the 2 black boxes on board, and which will prevent aircraft crashes. It is already installed on Falcon aircraft, Falcon 900 EX and Falcon AX. It is already certified, and it will be the technology of the future. So thank you for the judges who rewarded us. Thank you to the partners, to the sponsors. It's a great honor for us to be here with you tonight. Thank you. Voilà, et puis, donc, c'est important aussi quand on va à l'étranger, on est française, donc c'est la politesse aussi. Quand moi je vais en Islande, voilà, vous êtes un peu des ambassadeurs de qui vous êtes, de votre pays. Ils ont trouvé ça super poli, et voilà, et du coup, on crée des bonnes relations. Alors, je fais partie des femmes du futur, donc je suis dans les livres. Et vous savez que la 3e boîte noire, pour la petite histoire, elle est arrivée 80 ans après la première boîte noire du français François Hussonneau, et 57 ans après le papa de l'enregistreur de vol. Donc on voit quelqu'un comme moi une fois par siècle. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Les deux sont partis, sont morts, et nous, on a un petit ego, nous les inventeurs, c'est-à-dire que le papa de l'enregistreur de vol, il a mis sur son cercueil « enregistreur de vol, ne pas ouvrir ». Alors moi, je me suis dit « Ah non, il faut que je fasse plus fort que lui ». Alors j'ai dit « Bon,
Ces gars-là, ils m'ont super fatiguée dans l'industrie. Il faut qu'ils se souviennent de moi, mais vraiment très très longtemps. Alors, les 2 boîtes noires, elles sont orange ou rouge, parce qu'elles sont réfléchissantes. C'est pas plus ridicule si j'appelle ma 3e boîte noire la boîte noire du sol, parce que je suis noire, comme ça, ils vont se dire, ouais, c'est vrai, elle est noire, c'est vrai, et que c'est une boîte noire d'aéronautique. Donc ça marche dans les 2 sens. Donc finalement, ça s'est appelé la 3e boîte noire, la boîte noire du sol. Et c'est vraiment la mienne parce que ça marche dans les 2 sens. Donc j'ai fait aussi fort que l'Australien David Warren. Et du coup, je suis femme du futur et j'ai marqué, puisque dans le livre, ils ont dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ?» J'ai dit « J'espère que l'humanité retiendra que 2 femmes françaises d'origine guinéenne ont inventé la 3e boîte noire d'un avion pour renforcer la sécurité des avions dans le monde et pour sauver des vies. Parce que qui sauve une vie, sauve le monde. Je me dis que si ma boîte noire prévient ne serait-ce qu'un accident d'avion, eh bien, ma mission sur Terre sera réussie. Alors, aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Des fois, je découvre des choses sur Internet, on m'a mis dans des articles, je ne peux plus rien gérer, mais on m'a dit, tu fais partie du continent africain, je suis dans un livre pour... alors là, c'était l'Afrique des solutions, on était à la mairie du 16e, donc j'ai eu, alors voilà, ma médaille d'honneur du continent africain, que vous allez vous passer. Voilà. Et je suis dans le livre pour dire que j'appartiens, même si je suis française, j'appartiens au continent africain. Alors, c'est pour ça que face à toutes ces difficultés, j'ai créé Aerostart pour dire que si on n'inclut pas, c'est compliqué pour les femmes. Mais par contre, si on inclut, eh bien, ça peut justement donner de l'innovation et de la croissance. On est là pour déverrouiller les portes et on est là pour ne laisser aucune femme derrière ni dernière pour les accompagner. Donc moi, je suis ce que l'on appelle une première de cordée. Je m'y colle. Pourquoi je m'y colle? Parce que les femmes, on se bat depuis la porte de l'avion. Je ne sais pas qui a ouvert une porte d'avion déjà. Ah non, c'est l'enfer. Honnêtement. Puis les otages, je les admire parce qu'elles font ça en talons. Donc elles font les gestes et tout. Moi, j'avais pas le temps. J'avais 60 avions, donc je lâchais tout par terre. Les pilotes rigolaient quand ils allaient au roulage. On se bat, on est dans des positions, mais pas possible. Et on se bat depuis la porte de l'avion parce que c'est pas nous qui dessinons les avions. Ce sont des hommes, jusque dans les hautes sphères. Donc c'est très, très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut changer les choses. Alors, c'est pareil. Les femmes, les pilotes, elles disent, mais non, mais hey, les vols de nuit, elles vont dormir avec des gars. Donc on la voit là, la copilote, elle est là, et puis elle va dormir avec 2 gars là. Y a pas et puis quand tu as tes cycles mensuels, tu es en situation de monopause, c'est super méga compliqué de dormir avec des gars à côté. Donc, et quand on se retrouve, parce qu'on fait des thérapies comme les alcooliques anonymes, parce qu'il y en a toujours une qui sort toujours une histoire d'horreur, elle dit oui, moi aussi, ah oui, voilà, parce que c'est compliqué parfois les femmes dans l'aviation, mais ça reste quand même une très belle industrie. Donc 5%, les chiffres, 5% des pilotes sont des femmes. 2% des pilotes dans le monde sont noirs et 0, alors je sais qu'en France on ne peut pas tenir des statistiques, mais au niveau mondial, 0,09. Donc moi je suis une minorité dans la minorité. Et une fois il y a un ministre qui m'a dit, vous êtes une femme, alors vous êtes noire, alors là, genre on rajoute de la peine à la peine. Mais je dis, monsieur le ministre, les difficultés sont des opportunités d'innovation parce que personne n'évolue dans le bonheur. Il en faut, mais il faut aussi des problèmes. Et c'est comme ça qu'on trouve des... Alors, là, c'est moi à l'OTAN. Ah, là, la marche, elle est haute. Parce que pour arriver à l'OTAN, bonjour. Ce qui se dit dans la pièce sécurisée de l'OTAN reste dans la pièce sécurisée de l'OTAN. Mais quand on a pris la photo, il était hors de question que je sois derrière. Donc, ils m'ont tous laissé la place. Moi, ça s'est fait naturellement. Et donc là, on est au même pied d'égalité. Et ça veut bien dire que les mentalités évoluent et que maintenant, et c'est pour ça que j'ai fait cette photo, on est tous habillés pareil parce que les codes militaires,
c'est vraiment, quand vous allez à l'OTAN, vous regardez le drapeau, vous vous habillez, il est hors de question que vous mettez du rouge, enfin bon voilà, il y a des choses qu'il faut respecter, mais les mentalités évoluent puisqu'il y a quand même une femme noire qui va à l'OTAN, donc c'est pour dire que c'est possible. Le business se fait entre hommes aussi, parce que moi j'ai sillonné le monde entier, j'ai mis des beaux stands, tout ça, et il n'y avait personne. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les hommes se cooptent entre eux. Donc on est là aussi pour conscientiser en disant, donnez-nous aussi, nous, et c'est pour ça que j'ai acheté une certification qui s'appelle Women Own, que les Américains connaissent bien, et même avec la certification, ils font du business entre eux. Donc on est là aussi pour dire, considérez-nous les femmes entrepreneurs pour faire du business. Alors là, c'est moi sur mon stand. On voit bien que je suis avec 3 hommes bien blancs et je suis la seule femme noire. Mais au fur et à mesure que vous résistez, les clients arrivent. Parce qu'ils se disent, oh, ça fait 2 ans, sa société elle va couler. Bon, on ne la reverra pas l'année prochaine. Puis 13 ans après, ils se disent, non, mais elle est toujours là. Hein. On va peut-être lui acheter quelques services là. Donc voilà, et c'est comme ça, c'est avec le temps que vous vous rendez compte que les choses arrivent. C'est pour ça que je tiens à vous dire que vous êtes dans la bonne société, parce que quand je vois un Craig Arnold qui dit « je veux que chacun puisse s'épanouir », moi je suis tombée en pamoison, je ne le connais pas, mais j'ai dit « dis donc, c'est super parce que moi je n'ai pas eu de Craig Arnold ». Et j'ai vu aussi sur votre site que M. Pragada disait que la diversité, les femmes, ce sont des opportunités d'innovation et ça fait partie de la croissance d'Eaton et c'est mesuré chez Eaton. Pourquoi? Parce que la diversité, c'est une force et ça mène à la croissance, c'est vrai. Parce que sans les femmes, elles augmentent automatiquement aussi la sécurité aérienne. Pourquoi? Parce que les sociétés d'assurance nous disent que les femmes ont une approche beaucoup plus précautionneuse des choses. Donc on peut penser que quand on met les femmes à des postes stratégiques dans des industries, elles augmentent naturellement la sécurité. La preuve, c'est que moi, j'ai fait la 3e boîte noire pour prévenir les crashs d'avions. Donc l'apport des femmes est vraiment considérable. Je vais passer très vite sur cette slide, juste pour vous montrer que chez Eaton, le pourcentage d'intégration des femmes, il est extrêmement élevé, puisque dans l'industrie, on est à 23%. Chez Eaton, on voit bien que les femmes sont à 34%. Et dans les postes techniques en aviation, on n'est plus qu'à 15%. Donc Eaton est vraiment très bien placé au niveau intégration. Et quand on regarde l'intégration au niveau mondial, les efforts que fait Eaton, en matière de LGBTQ+, de vétérans, de femmes, il y a des outils, il y a des métriques extrêmement intéressants pour l'intégration. Donc vous êtes dans la bonne société avec une ambition affichée d'atteindre un indice d'inclusion de 80%, voire plus en 2030, et une représentation des femmes à 40% à l'horizon 2030, ce qui est énorme. Donc, vous avez beaucoup de chance. Alors, Eaton et Aerostar, donc Keita Systems, on a la même vision, celle de ouvrir la porte aux femmes parce que, ça crée de la croissance et de l'innovation. Parce qu'un leader ne doit pas diviser, mais il doit réunir tous les profils. Donc, Craig Arnold, c'est un patron en matière de leadership et moi c'est ce que je fais aussi pour ma société. Je suis aussi une experte au niveau des Nations Unies, au niveau aussi inclusion en plus de la boîte noire, je donne aussi mes idées à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc Monsieur Arnold, Keita Systems, on est dans la même veine mondiale pour faire monter les femmes. Alors, en France, je ne sais pas pourquoi, quand on est noir, on voit que 7 Mariannes blanches. On se dit, mais pourtant, il y a les territoires d'outre-mer, il y a les dom-toms, enfin, voilà quoi. Or, il y a une Marianne noire, mais qu'on ne montre jamais, qui a été créée au 19e siècle, en 1848, par un sculpteur toulousain qui s'appelle Griffoul Dorval.
Et c'est une commande des loges maçonniques de Toulouse pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Et cette Marianne noire, elle était là bien avant la blanche. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un problème de culture qu'il faut aussi résoudre pour intégrer les femmes, parce qu'on ne peut pas mettre qu'une seule catégorie de femmes. La France, ce n'est pas que la Marianne blanche. C'est aussi inclure, c'est aussi les personnes en situation de handicap. Il faut inclure vraiment toutes les femmes. Dorine Bourneton, vraiment, elle est exceptionnelle. Donc, la première femme pilote de voltige aérienne. Mais ça, c'est bien. Il faut montrer aussi ce côté-là. Leslie Irby, elle existe aussi. C'est la première afro-américaine qui a obtenu une licence de pilote au monde, qu'il faut aussi célébrer. Donc, il faut célébrer toutes les femmes. Alors, pour corriger ce tir, moi, je suis mentor. Je vais dans les écoles et je suis là pour dire, eh bien, c'est possible. Et là, me voilà à Toulouse, à l'IUT de Blagnac, avec mes étudiantes en maintenance aéronautique, donc des jeunes filles, qui sont là pour l'handicap, la diversité des femmes, pour leur dire, eh bien, c'est possible. Donc moi, je suis rôle modèle dans les écoles pour la jeune génération, pour déconstruire les clichés d'un côté en disant l'aéronautique, c'est pas que blanc, l'aéronautique, c'est tout le monde, c'est tous les profils. Là, par exemple, je suis à l'École nationale de l'aviation civile, à l'école, avec Jamais un avion sans elle, les cordées de la réussite. Me voilà ici au Canada, puisqu'au Canada, il y avait le mois de l'histoire des Noirs. Je viens de rentrer du Canada. Je suis allée dans toutes les écoles. J'ai rencontré 1390 étudiants pour leur dire, eh bien, vous pouvez, vous aussi, vous les Noirs, tous les enfants, eh bien, être inventeurs, être dans l'aérospatial et réussir. Me voilà au Canada en train d'enseigner l'innovation aux jeunes. Alors, la solution, elle peut venir aussi des jeunes, puisque quand je vais à l'ENAC, par exemple, à Toulouse, eh bien, les jeunes, ils célèbrent les femmes. Les femmes dans l'aviation. Et là, on s'est réunis lors des cordées de la réussite, Jamais un avion sans elle, où ils font des portraits de toutes les femmes. Donc la solution, elle vient aussi des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'inclure. Ils ont vraiment envie d'équité. Mais la solution, ça vient aussi des constructeurs et des équipementiers. Par exemple, chez Dassault, on parle de la Falcon Family. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres chez Dassault, même si tu en sors, tu restes toujours, tu fais partie de la famille. Et là, il m'a fait un très beau cadeau, mon patron, puisque quand vous voyez la vidéo du président Macron, vous voyez qu'il sort du Falcon 10X, hein, c'est celui-là qui est sur les vidéos. Donc moi, après le président, mon patron m'a dit, viens, tu vas faire les photos. Ça a été accepté par le board de Dassault, c'est lui qui a fait les photos, et je lui ai dit, tu me prends dans le cockpit aussi pour montrer aux petites filles qu'elles ne sont pas là que pour mettre en valeur. Il est magnifique, hein, le Falcon 10X à l'intérieur, c'est pas le problème, mais pour dire aussi qu'elles peuvent être techniciennes ou pilotes, et il a joué le jeu. Donc voilà, et c'est ça, c'est comme ça qu'on doit traiter les femmes en disant elles sont à l'intérieur de la famille et non pas à l'extérieur. Et donc voilà, et je suis super contente. 33-29 secondes. J'arrive aux questions et aux réponses. Donc, alors n'hésitez pas, hein, parce qu'une fois que je suis partie, hein. C'est maintenant qu'il faut poser les questions. C'est gentil. Alors, moi, je suis une autodidacte de l'aviation. Je vais vous dire, j'ai tout raté. J'ai tout raté parce que mes parents voulaient que je sois interprète au départ. Et donc, j'ai commencé à apprendre des langues, en deuxième année de langues étrangères appliquées. Il y avait Goldorak et le prince Actarus qui me taraudaient. J'ai dit non, c'est pas du tout ma voie. Et donc, j'ai changé de voie complètement. J'ai dit à mes parents, non, je ne vais pas aller dans l'interprétariat. Et du coup, j'ai passé les concours de l'École nationale de l'aviation civile pour un poste qui était technicien d'exploitation civile que j'ai raté. Mais comme je parlais plusieurs langues, que j'avais fait l'effort de faire le concours, j'ai quand même toqué à la porte de Dassault Falcon Service
pour un poste de secrétaire en intérim de 2 mois. Du coup, j'ai dit cette opportunité s'ouvre à moi. J'ai démissionné de mon boulot. Je suis allée faire secrétaire intérim de 2 mois chez Dassault Falcon Service au Bourget et je n'ai plus laissé personne me sortir de l'aviation. C'est comme ça a été ma rampe de lancement parce que quand je suis arrivée là-bas, il y a un client qui m'a repéré, il a dit « Non mais attends, elle parle finlandais, machin. » Non, je la prends. Et puis le patron de Dassault Falcon Service, il a dit « Non, on la garde. » Et du coup, c'est comme ça que ça a dessiné toute ma carrière. Alors, ça c'était la première question. C'était le fruit de hasard, il faut de la chance, je dirais, et puis de l'audace et de la ténacité. Parce qu'au bout de 2 mois, moi j'avais tout appris dans le hangar sur les Falcons, les avions, et puis j'ai dit à mon patron, si tu veux que je reste, moi je ne suis pas secrétaire, hein. Il a dit, tu veux quoi comme poste? J'ai dit, je veux aller chez les technico-commerciaux. Autrement dit que les technico-commerciaux dont j'étais la secrétaire m'ont vu débouler dans leur... Ils n'étaient pas contents du tout. Ils ont dit, non mais attends, là, c'est quoi ça? La secrétaire qui devient technico-commerciale. Mais par contre, ils m'ont challengé chez Dassault Falcon Service. Ils ont dit, t'as vu l'avion là? T'as dit que tu voulais le poste. Voilà le dossier de l'avion, t'as qu'à le gérer. Donc soit tu meurs, soit tu y vas. Et on m'a mis un commercial technique senior qui m'a formé. Et puis c'est parti comme ça. Bon, j'ai travaillé jour et nuit à la lampe là, pour rattraper mon retard, hein, parce qu'il fallait avaler les manuels de maintenance des avions et tout ça, parce qu'après, faut travailler, mais bon, je ne me suis pas découragée, et voilà. De toute façon, quand vous faites une inspection d'avion, vous devez rédiger des rapports entre 600 et 1000 pages, donc il faut travailler fort. Donc il faut commencer dès le départ et vous prenez un bon pli. Ce qui ne tue pas renforce, hein. Vous avez vu toutes les difficultés, et moi je suis la première à rigoler. Et je suis pareil avec les militaires comme avec les civils. Je suis à l'OTAN. Si des fois on sort les gants de boxe parce que c'est viril, mais ça reste entre nous, c'est caché, et ça se passe très bien parce qu'on est de la même famille, la famille Falcon, la famille militaire. On fait partie de la même famille. Ils se disent, bon, elle est un peu artiste, mais c'est comme un lointain cousin qui est un peu bizarre. Mais il fait partie quand même de votre famille, quoi. On a tous des gens bizarres dans notre famille. Moi, je suis un peu la bizarrerie de l'aéronautique et ils s'en sont accommodés très bien. De toute façon, elle est certifiée. Donc, personne ne peut dire que ça ne marche pas parce qu'il y a des avions qui sont reliés avec cette technologie depuis 2017, hein, livrés dans le hangar 9 de Dassault. Donc, voilà. Donc en fait, ça veut bien dire que l'innovation, elle a pas de genre. Elle est dans chaque esprit, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de genre. Moi, je vais vous dire un truc. Pour moi qui suis inventrice, j'ai compris que c'est l'invention qui trouve l'inventeur et non pas le contraire. Parce que l'invention, en fait, c'est une force de vie qui a besoin d'un véhicule pour émerger dans le monde. Donc elle s'est dit, là, je vais la choisir. Parce qu'elle est à la fois atypique, combative, elle va pouvoir faire des stratégies pour me faire arriver aux Nations Unies. Et quand l'invention se connecte à l'inventeur, ils partagent le même ADN, hein, et après on ne peut plus les séparer. Une invention, elle est vraiment à vous. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas vraiment vous voler l'invention, parce qu'après on est dans l'interprétation de l'invention, parce que c'est l'invention qui choisit l'inventeur. Et il faut beaucoup de spiritualité pour faire émerger une invention. Et beaucoup de qualité humaine. Monsieur. Pour faire cette boîte, vous avez travaillé avec une équipe, est-ce que c'est des gens que vous avez embauchés pour développer tout ça, ou alors vous avez fait un cahier des charges et vous allez voir des spécialistes extérieurs pour développer votre produit? Comment vous avez fonctionné? Ah oui, alors moi, je me suis dit, quand cette boîte noire va sortir, ils vont tous vouloir me la prendre. Donc, j'ai besoin de faire une stratégie. Donc, alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais faire des feintes comme dans le football, là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon innovation et j'ai sorti le côté opposé de l'innovation.
C'est-à-dire que j'ai commencé par un atelier de maintenance. Donc, du coup, mes concurrents, ils se sont dit « Ah, ben c'est un portail de maintenance », parce que je l'ai vendu comme un portail de maintenance. Et ils ont mis 10 ans à savoir que c'était côté avion, en fait. Et pour pas que les gens qui ont codé l'invention me volent aussi mon invention, puisque Facebook a été volé par Mark Zuckerberg, j'ai changé de codeur pour pas qu'ils comprennent le métier. Donc j'ai formé les premiers codeurs, après je les ai virés, j'ai formé les deuxièmes codeurs, je les ai virés. Après j'ai fait un contrat, j'ai vu des codeurs qui n'avaient pas trop d'ego, j'ai dit est-ce que tu acceptes de mourir dans l'anonymat? Il faut cacher ses sous-traitants, évidemment. Et ils ont dit ok, bingo. C'est-à-dire que moi-même, si on me torture, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. On a des codes pour se reconnaître. Moi, je ne sais même pas où ils sont dans le monde. Et ils vont mourir dans l'anonymat. Donc voilà, et il faut donc découper. Moi, ce que je dis à mes étudiants, j'ai dit il faut avoir beaucoup d'argent, il faut faire l'invention, la fausse invention qui va cacher la vraie invention et tout faire à l'envers. Ah mais non, vous êtes obligé de déposer un brevet. La boîte noire du sol, vous avez vu ça, il y a des trademarks de partout. Mais le brevet, il faut être stratégique aussi, il ne faut pas qu'on le trouve. Donc il faut savoir le déposer à l'INPI et ailleurs, avec un renforcement mondial. Mais le brevet, si vous tapez boîte noire, vous ne trouvez pas le brevet. Avant d'inventer, si vous inventez que vous faites piquer l'idée, ça ne marche pas. Il faut... Et la meilleure façon, c'est d'aller voir les militaires. Les militaires, ils sont très, très stratégiques. Donc moi, j'ai appliqué les trucs des militaires où j'ai fait ça la nuit, j'ai caché. Et puis, quand ils ont vu que c'était à l'OTAN et aux Nations Unies, ils ont dit « Ah, elle a vendu ça comme un portail de maintenance. » Et en fait, c'était une troisième boîte noire qui était côté avion. Mais pendant que mes concurrents faisaient des portails de maintenance, ils ne voyaient pas que c'était une boîte noire qui était côté avion. Et ça m'a fait gagner 10 ans. Je ne dis pas que je n'ai pas eu de problème après, hein, une fois qu'ils ont vu le truc, parce qu'après les requins sont sortis. Mais quand vous cachez bien votre innovation, vous virez vos codeurs, Ah ben non. Il faut être un peu malin, parce que sinon... Heidi Lamar, vous utilisez le Wi-Fi tous les jours. Heidi Lamar, qui est une belle actrice autrichienne, s'est fait voler son Wi-Fi. Et elle a su qu'elle s'était fait voler son Wi-Fi quand l'armée américaine a connecté les missiles pendant la guerre du Cuba. Donc moi, je ne m'appelle pas Heidi Lamar. J'ai dit, ouh, Heidi, on va faire autrement. Et voilà, et ça a marché. Oui, l'invention que j'ai faite, elle est universelle, cette boîte noire. C'est ça aussi l'invention. C'est que, eh bien, justement, elle va sur tous les avions. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'ai intéressé les Nations Unies. C'est parce que elle n'est pas que Dassault, elle n'est pas que... voilà. Bon, je reste très avec ma Falcon Family parce que même mon collègue de Dassault qui a testé la boîte noire, je ne lui ai pas dit que c'était une boîte noire. Après, j'ai dit, bon, Christophe, je m'excuse, mais voilà. J'ai dit, est-ce que tu peux me tester les trucs? Ouais, salut là-haut, ouais, super, bon, alors, machin, etc. Ça a été vu par Dassault hein, aussi, mais je n'ai jamais dit que c'était une boîte noire. Je dis, je fais un petit truc, ma petite tambouille, ouais, on va t'aider. Mais après, ils ont dit, hey, c'était la troisième boîte noire, là. Tu nous la mets même à nous? Bah, non. Il faut être malin en invention parce que sinon, les innovations... Elle est trop belle, celle-là. Elle est une fois par siècle. je voulais me la garder quand même parce que j'ai un petit peu souffert pour la sortir. Est-ce qu'avec votre parcours professionnel, c'est compatible avec une vie privée, de famille, on va dire, standard? Enfin, est-ce qu'avec ce parcours-là, on peut aussi être femme à la maison? Moi, j'ai pas réussi. Non, je dis la vérité, j'ai pas réussi. Pourtant, j'ai vécu 7 ans avec mon ami.
Mais même lui qui est aviaticien, il en a eu marre parce qu'il faut gérer la jalousie. Il voit que vous êtes dans le pilote, dans le cockpit avec les pilotes, alors que vous faites juste le briefing. Je veux dire, voilà, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec les pilotes? Il dit, mais attends, je livre mon avion là. Après, tu vas en vol de contrôle avec, t'as plein de mecs dans l'avion. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? D'ailleurs, quand il faut gérer les hommes, qu'il faut gérer les avions, moi, ça m'est arrivé d'aller en vol de contrôle avec les pilotes et mes collègues techniciens. J'étais tellement perturbée en me disant, il faut que je rentre à la maison, etc. Je suis allée en vol de contrôle et on est parti très tard de l'aéroport. Et à un moment donné, le commandant de bord, il dit, on ne peut plus rentrer sur Genève, il faut qu'on se déroute sur l'Italie. Et là, je dis, mais commandant, j'ai oublié mon passeport. Et là, le mec, il dit, non. Mais là, quand même, il y a un silence de mort dans l'avion. Mais j'étais tellement omnibulée par rentrer, mon copain, l'avion, tout ça, que j'ai oublié mon passeport. J'ai géré tout l'avion sauf mon passeport. Donc, c'est très perturbant, en fait, de gérer aussi la famille quand vous avez des avions en panne. Toutes les femmes dans l'aviation vous disent que c'est compliqué. Il y a beaucoup, je ne vais pas mentir, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes familiaux dus à l'éloignement et aux horaires décalés, quoi. Donc moi, je suis toute seule. Mais bon, je rigole, hein, ça va bien. Moi, je suis pas... des fois, les hommes, ils vous disent, choisis entre moi et tes avions, quoi. Je suis restée dans l'aviation. Comme vous avez quand même très bien réussi dans un monde d'hommes, à quel moment vous avez eu des pressions, pour vous écraser, pour non mais reste à ta place? Ah mais j'ai eu que ça. Et justement, j'ai eu que ça. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que... Vous avez des situations particulières où vraiment vous vous marquez, vous avez des pressions? Vous avez assez de caractère pour répondre directement et pour il y a des moments où, effectivement, on pleure beaucoup. Et il y a ça de bien, c'est que quand vous vous battez, il y a quand même... vous touchez la fibre de quelqu'un. Moi, j'ai bénéficié, je dis la vérité, des meilleurs mentors dans l'aviation. Moi il m'est arrivé, et quand on verra ça dans ma biographie, à un moment donné, la vie est tellement bien faite. Un jour, j'ai mon patron en plein salon du Bourget, parce que quand j'étais chez Dassault, le Rafale venait se garer dans notre hangar. Et pendant le Bourget, on le voyait s'entraîner et tout ça, on était tous fiers. On allait voir les pilotes dans le hangar, c'était la classe, quoi. Et mon patron me dit, ah bah toi, le salon de Bourget vient d'ouvrir, donc moi aussi, je prends mon sac, je vais aller voir le Rafale. Il dit, non, toi tu restes. Hein. Nous on part et toi tu gardes les lignes, le téléphone. Ah là, les larmes sont quand même tombées, parce que, dis donc, en premier jour du salon de Bourget, je ne peux pas avoir volé le Rafale en étant chez Dassault au Bourget, c'est terrible. Et vous pouvez, vous me croirez si vous voulez, le hasard a fait que j'ai rencontré une amie qui était amie avec Laurent Dassault et qui lui avait parlé en disant, il y a une noire chez toi, elle en bave, mais elle en bave, tu ne peux pas savoir. Et lui, ça l'a touché. Et donc, au moment où mon boss me dit, tu gardes les lignes, le téléphone sonne. Laurent Dassault, venez me voir. Ah, c'est mon boss aussi, Laurent Dassault. Du coup, j'ai laissé les lignes parce qu'il a dit, venez me voir maintenant. Donc, j'ai tout lâché et je suis allée au chalet du groupe Dassault. Et pourtant, au Bourget, il y a chalet Dassault, Falcon Service, chalet Dassault Aviation. Moi, j'étais chez Serge Dassault et Laurent Dassault. Et donc, Laurent Dassault me dit, qu'est-ce qui se passe? On me dit que vous n'allez pas bien. Et là, je pleure, je dis, ouais, c'est des racistes et tout ça. Lui, il en prend. C'est des salopards, ils m'ont fait ci et là. Et je pleure, alors qu'ils avaient le président à gérer. Enfin, il fallait sauver le soldat là-haut. J'ai dit, c'est des connards. Alors lui, ça lui faisait mal, puisqu'il s'appelle Dassault. J'ai dit, c'est des chiens. Enfin bon, j'ai tout dit. Alors lui, il était bouleversé, quoi. Et là,
il dit, bon, il a vu que je pleurais, mais comme une madeleine, et je me lâche, et je le prends, et par la manche. Bref, voilà quoi. Et là, il s'est dit, bon, attends, on va lui faire un électrochoc. Il m'emmène devant Serge Dassault. Serge Dassault, et puis Laurent dit à son père, ils se font des... Ah, papa, elle est formidable, elle fait tout pour nous, etc. Et là, il fait une espèce d'électrochoc en disant, ben, la famille, elle est derrière toi. Et Serge Dassault, il me regarde en disant, mais une employée Dassault... et puis, il se dit, mais je ne sais pas ce que mon fils me fait, mais bon, je vais... Voilà, quoi. Et ça a été un électrochoc. Et ils m'ont dit, je dis, mais pourquoi vous faites ça pour moi? Ils m'ont dit, parce que Dassault, c'est notre nom. On ne va pas accepter la maltraitance en notre nom. Et après, j'ai été invitée en grande pompe au rond-point des Champs-Élysées. Et là, Laurent Dassault, qui est devenu un ami, je peux le dire en privé, il m'a montré toute sa collection de Tintin au rond-point des Champs, en disant qu'il avait détourné, il avait fait Tintin au Congo et puis il avait mis Olivier et lui dans Tintin au Congo, pour dire qu'il n'était pas raciste. Et là, il me donne son téléphone, il dit en cas d'urgence uniquement. Et ça fait plus de 20 ans que ce gars-là, je dis la vérité, à 2h du matin, quand je pète les plombs, c'est lui que j'appelle, parce que je ne peux pas appeler la famille, etc. Et il dit, bah voilà. Et une fois, j'ai dit, si un jour je suis plantée à l'étranger, qu'est-ce que... Il dit, va, je prendrai un Falcon, j'irai te chercher. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même des gens, j'ai bénéficié de gens comme ça dans l'industrie, des vice-présidents, des... Si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens derrière moi. Après, on ne le dit pas. Mais aujourd'hui, je dois à feu Serge Dassault, je lui rends hommage parce qu'il a joué son rôle. Donc, il y a des gens qui m'ont... La Falcon Family, c'est aller jusqu'à la famille. Donc, c'est vraiment ça. Et quand il y a des Noirs qui disent « j'y arrive pas, je suis raciste », non, je dis non. Et c'est raciste, je dis non, là, t'es mauvais, t'as pas les codes ou ceci. Parce qu'il y a quand même des gens, des blancs, des messieurs qui sont derrière moi, qui sont féministes et qui me poussent. C'est la vérité. On ne réussit pas tout seul, ni toute seule. Si je dis que... Et c'est pour ça que quand j'ai fait la troisième boîte noire d'un avion, eh bien, j'ai dit une des ailes de la troisième boîte noire revient à Dassault Aviation. Parce que c'est la vérité, ça a été une rampe de lancement pour moi. Il faut rendre à César ce qui est à César et je leur dis merci. Et je suis très attachée à la Falcon Family, c'est vrai. Ça m'a sauvée. Et c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis aussi aujourd'hui dans l'industrie. La gratitude est très importante en matière d'innovation. Quels sont vos projets pour l'avenir? Ah, bonne question. Mes projets pour l'avenir, c'est eh bien d'avoir cette boîte noire installée véritablement. J'attends, parce que ce sont des décisions politiques extrêmement... voilà, là on est vraiment dans le jeu politique. Et puis peut-être un chéri qui va... qui sait, un chéri qui va dire mais finalement elle est rigolote celle-là, elle est pas... Voilà. Et puis je suis plus dans l'opérationnel, les avions à gérer, donc je suis plus en bureau, donc je voyage un peu moins. Donc peut-être que là je vais pouvoir gérer là. Ah mais non, mais c'est pas facile, hein. Mais on y arrive. Et la vie est bien faite pour vous donner des cadeaux au moment où vous devez recevoir votre cadeau. Oui. En fait, c'est comment vous vous présentez. Moi, les gens ne vont pas venir me manquer de respect en me donnant un très bas salaire. Parce qu'ils savent que, je vais dire, écoute, là, on est dans le bénévolat. Donc, l'expérience, ça coûte. Donc, non, moi, je ne me laisse pas insulter par un salaire bas. Donc, effectivement,
les femmes, on a des fois des problèmes avec l'argent parce que, comme je disais, on surtravaille parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. Mais il faut arrêter de s'excuser, il faut arrêter de dire ah ben merci. Il faut dire ben voilà, moi je vaux tant. En dessous de ça, c'est même pas la peine. Si c'est du bénévolat, eh bien moi je suis pas une annexe de la Croix-Rouge, il faut aller voir ailleurs. Et voilà, moi je dois être bien payée. Et le pire, c'est que si vous vous respectez, eh bien les gens vous respectent. Moi j'ai pu passer à travers cette industrie. Par exemple, quand j'étais chez Dassault au Bourget, j'étais la seule femme noire dans une équipe de garçons. Pour lutter, parce qu'il m'avait mise en face des toilettes, mon bureau. C'était sympa. Donc, pour leur dire que j'existais, ce que je faisais, c'est que je prenais mon parfum le matin, je me vaporisais comme ça, et puis ils étaient là, mais non, mais c'est pas possible, mais non, mais tu mets trop de parfum. Et justement, pour les enquiquiner, et dans la journée, j'en remettais. Et à un moment donné, il y en a un qui a pété les plombs, parce que des hommes, ça cocotte de partout, c'est pas viré du tout. Puis chez Dassault, on reçoit des militaires, la marine, machin, et puis les gens, ils disent, mais c'est quoi cette ambiance de cocotte, voilà. Et là, ils ont dit, mais arrête. Mais j'ai dit, ben voilà, là, vous savez que j'existe. Et ben voilà, maintenant, on va négocier. Vous voulez que je m'enlève mon parfum? Eh ben vous arrêtez de m'embêter. Je veux qu'on me change mon bureau, je veux ceci, je veux cela. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à négocier. Il faut faire de la stratégie, tout simplement. Et le parfum, ça a marché, parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Ah oui, et puis moi, je mettais mais moi, j'exagérais les traits. Sur la piste, on voyait que moi, j'avais même pas besoin de gilet. Je mettais des trucs violets, fluo, même les pilotes, ils se disaient, mais c'est quoi ça? Moi, j'exagérais le trait. Dans le hangar, je marchais comme ça avec mes talons. Mais c'est quoi ça? Et avec des jupes moulantes serrées, et puis j'enlevais comme ça, machin, je faisais mon théâtre et tout ça, ils se sont dit, c'est pas possible. Mais parce que il faut exagérer le trait pour dire, moi, je suis différente, et c'est comme ça. Et des fois, ils disaient, mais enlève tes chaussures, tu vas pas faire des trous dans le plancher. J'ai dit, ça me regarde. Et je marchais, voilà. Donc, il faut être authentique, parce que, de toute façon, je peux pas me cacher. À un moment donné, il faut faire le bilan. Tu ne peux pas te cacher, tu es dans un hangar, l'avion il est au fond du hangar et tu dois traverser avec des techniciens qui te regardent. Mais tu fais... Et les gars, ils se disent... En plus, ils sont concentrés dans leur doc, ils se disent, non mais c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'ils se disent, de toute façon, on ne va pas pouvoir l'enlever, elle est comme ça, c'est une artiste. Comme dans la famille, c'est un lointain cousin bizarre, mais il fait partie quand même de la famille. Et ça a marché parce que quand j'ai monté ma société, les mêmes techniciens qui me houssepayaient, ils étaient les premiers à venir me faire la bise sur le stand, parce que c'est la famille. Donc au final, les gens vous acceptent comme vous êtes si vous ne vous cachez pas. Ça veut dire que pour trouver votre place, il faut en faire des caisses aussi alors en fait. D'un côté, du coup, il faut en faire plus dans ce que vous dites. Non, les rapports, quand vous rencontrez quelqu'un et vous ne connaissez pas, vous avez forcément des rapports de force qui s'installent. Moi, je fais le devoir de mémoire. C'est-à-dire que les militaires, ils acceptent qu'une femme noire perpétue leur mémoire. Mais ça a été la bagarre. Ils se retrouvent pas vraiment dans moi. Donc au début, j'ai dit, si, je vais faire votre devoir de mémoire, les gars. Même si vous m'avez fatigué, je vais faire votre devoir de mémoire. Donc au début, j'ai écrit le devoir de mémoire pour les écoles. Alors il y en a un, très haut gradé, qui a dit, il est où le business plan? J'ai dit, mais si vous ne voulez pas rester dans le programme, vous pouvez partir. Il a dit, non, je vais rester dans le programme. Donc finalement, si vous ne vous reniez pas, ça marche. Parce que moi, je travaille aussi avec les militaires. Et les militaires, ils me prennent comme je suis. Parce que je ne vais pas changer. Et je peux faire leur devoir de mémoire. Puisque je l'ai fait, et c'est approuvé. Et puis, maintenant, ils sont très contents que les étudiants, que j'aille dans les écoles faire le devoir de mémoire. Donc,
En fait, il faut pas se renier, il faut s'accepter comme on est. De toute façon, la vie vous donne des cartes quand vous naissez, et vous faites avec les cartes qu'on vous donne. Moi, si je commence à dire « Ah, j'aurais voulu être blonde, aux yeux bleus, tout ça », mais je vais souffrir toute ma vie. Non, je dis « Ben voilà, je suis noire, je suis femme, la seule chose que je peux faire, je peux m'écrire, parce que des fois, je mange beaucoup et tout ça. Oui, ça, je peux changer, mais le reste, je ne peux pas changer. Donc, autant s'en amuser, aller de l'avant, et puis au final, personne ne grandit dans le bonheur. C'est les difficultés qui font qu'on devient la meilleure version de soi-même. Moi, j'ai pleuré dans les hangars. Des fois, je ne suis pas rentrée chez moi parce que j'avais un avion en panne, j'avais sommeil. Il fallait se taper des techniciens hyper difficiles parce qu'on était fatigués et que j'étais une femme. Mais j'ai fait la 3e boîte noire d'un avion. Donc la vie vous donne quand même des cadeaux à la hauteur de vos souffrances, pour peu que vous les voyez. Moi, je considère que je suis chanceuse. Les mecs, ils ne durent pas 100 ans. La boîte noire, oui. Et on peut toujours en trouver un jour, parce qu'on a... Voilà, c'est la vie qui fait qu'à un moment donné, il y a un autre homme de votre vie qui surgit, et puis vous oubliez vos années de solitude que vous avez dû passer pour faire la boîte noire. Donc la vie, elle est bien faite. Hein. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'embrasser la cause et de changer les choses pour les femmes. Et toutes les femmes peuvent réussir. Moi, je suis là pour dire que toutes les femmes peuvent réussir, et il ne faut pas se renier. Parce que si vous passez votre temps à vous renier, vous mettez beaucoup d'énergie à ne pas avancer dans la vie. On est tous des êtres spirituels venus sur Terre pour faire une expérience humaine. Moi, ma mission de vie, elle m'a été révélée avec cette 3e boîte noire. Et c'est pour ça que je l'ai appelée noire, parce que je suis noire et que machin, pour dire que les femmes, les noirs, les minorités peuvent avancer malgré les difficultés. On n'arrête pas le progrès, parce que c'est comme si on voulait un peu arrêter les rayons du soleil avec ses mains. Ça ne marche pas. La vie, c'est une force de vie qui circule en continu de façon indéfinie. Donc, on a des possibilités infinies pour peu qu'on ne se renie pas. Ah, merci. Merci. C'est une très très belle journée internationale de la femme que je célèbre avec vous, parce que c'est la première conférence en France que je fais, parce qu'en général je fais des conférences à l'international, au Canada, en Angleterre, et là ça veut dire que la France elle change, donc je suis super contente. On parlait de la Marianne là, elle commence à surgir là, à se colorer un petit peu, c'est super. Donc bravo et merci en tout cas de votre confiance. J'ai été vraiment ravie de passer cette journée internationale de la femme avec vous. Merci.